Bonjour, heureux de vous retrouver pour l'émission politique du dimanche à la mi-journée sur France 3 Languedoc-Roussillon. Oh bien, aujourd'hui, nous allons parler évidemment de politique, mais plus encore de l'élection présidentielle, des législatives, mais aussi de Béziers, puisque nous parlons aujourd'hui des Républicains. Vous vous en rappelez, c'était il y a 3 mois quasiment, le 27 novembre. Monsieur François Fillon, le député de Paris, l'ancien Premier ministre, était porté pour porter justement la candidature de la droite et du centre pour l'élection présidentielle avec une première dans la vie politique pour la droite qui avait été suivie par plus de 4 millions d'électeurs qui s'étaient déplacés et qui avaient payé 2 €. Depuis, l'union sacrée à droite, parfois un peu difficile avec le centre, mais toujours est-il que François Fillon est en campagne, même si, dit-on, les sondages pour l'instant sont un peu difficiles. Pour en parler, un invité, Elie Abou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le député de la 6e circonscription de l'Hérault. Vous êtes le président des Républicains dans le département et vous êtes conseiller municipal de Béziers. Un fil rouge pour cette émission, une question. L'Hérault est-elle une terre de mission pour les Républicains? Est-ce que vous, en tant qu'Héraultais, en tant qu'élu républicain, vous vous sentez bien dans ce département? Je me sens un peu seul, comme député du département sur les 9 parlementaires. Et effectivement, concernant votre question sur l'Hérault, je voudrais, effectivement, on ne peut que gagner, en espérant bien sûr avoir une harmonie avec l'exécutif, mais avant de gagner, avant de parler des législatives, parlons des présidentielles. Il faut que notre candidat puisse quand même être le locataire de l'Élysée pour parler par la suite de cette harmonie entre l'exécutif et un parlementaire sur le terrain. Justement, la première victoire, j'ai envie de dire, pour votre famille, c'est cette primaire. 4,5 millions de personnes dans une logique culturelle plutôt, j'allais dire, pyramidale. Et là, ça n'a pas été le cas. Vraiment, ce sont les électeurs qui ont décidé. Tout à fait. C'est vrai que nous avons grandi, nous, à droite, avec le culte d'un chef à plume. Il y avait toujours un chef, c'était axial et on suivait le chef. Et c'était pour nous une première, mais c'était quand même une première qui était réussie. Moi, je me rappelle, étant membre du bureau politique national, il y avait les discussions avec Anne Levade et avec Thierry Solaire. Les plus optimistes parlaient de 3 millions d'électeurs et les plus pessimistes parlaient de 2 millions. Ce qui fait que Anne Levade, que vous connaissez, qui était une juriste exceptionnelle, elle a tranché, elle a dit voilà, nous allons partir sur 2,5 millions et nous avons choisi les bureaux sur l'hypothèse de 2,5 millions. Et puis, vous avez vu la bonne surprise qu'il y a eu. Mais je pense que les électeurs de droite et du centre, et puis je dirais même les Français, se sont déplacés pour choisir, je le souhaite, le futur président de la République. Nicolas Sarkozy a rencontré dernièrement François Fillon. Il dit qu'il était un petit peu inquiet parce que bien la campagne serait en train de patiner, si on en croit les enquêtes d'opinion. Vous allez me dire que François Fillon n'était pas donné gagnant, donc évidemment. Mais est-ce que vous sentez que ça patine un petit peu pour l'instant? Chaque chose en son temps. Aujourd'hui, il y a des primaires à gauche. Vous, les journalistes, les médias, ce qui est tout à fait naturel, vous êtes en train de zoomer sur ces primaires. Vous zoomez aussi sur cette ascension un peu inattendue d'Emmanuel Macron. En attendant, François Fillon est un homme de dossier, est un homme de fond. Il est en train de préparer les équipes, il est en train de se préparer et vous allez voir, à partir de fin janvier, il reviendra sur la scène, il fera des tournées et en France et à l'étranger avec une belle union à droite autour de sa candidature. Trop libéral, François Fillon? Est-ce qu'il faut qu'il amende un peu son programme? On va parler de la sécurité sociale, vous êtes médecin aussi. Oui. Je pense honnêtement qu'il y a des choses où il faut que le candidat tienne bon. Pour moi, ce que j'appelle le cumul des mandats. Il a des pressions énormes. Il a dit oui, parlementaire à temps plein. Il faut qu'il tienne, et moi je suis tout à fait pour. Après, sur la dette de la France, sur la situation financière, il faut qu'il tienne. Concernant la fonction publique, soyons clairs, je pense qu'il y a un malentendu. Je pense qu'il y a des fonctions régaliennes qu'il va falloir même renforcer. La sécurité des Français, la santé des Français, l'éducation des Français. Ce sont des domaines à ne pas toucher. Et le candidat est conscient. Je discute avec lui. Par contre, il y a des domaines où la puissance publique y est, où elle n'a rien à voir. On n'a pas... Exemple. Mais écoutez, l'exemple des voitures. Qu'est-ce qu'elle a à faire, la puissance publique, dans un secteur qui est le secteur de l'automobile? C'est un secteur marchand, c'est un secteur technologique. Que la puissance publique soit présente pour réguler les choses, pour donner une orientation, je veux bien, mais elle n'est pas là pour prendre des risques avec la puissance privée. Il y a bien d'autres exemples. Je pense qu'il faut que l'État se concentre sur ses fonctions. Je viens de citer 3 qui me sont très chères. Je suis issu de la fonction publique hospitalière et je tiens beaucoup à cette fonction. Alors justement, la santé, on en a beaucoup parlé. François Fillon a dit qu'il
après qu'il voulait maintenir la sécurité sociale de manière universelle. Mais là, on a beaucoup parlé d'un panier de soins importants, le reste serait délégué aux mutuelles. Alors, qu'en est-il? Qu'est-ce qu'il veut faire, François Fillon? Ce qu'il a voulu... Les gens sont inquiets sur la santé. Oui, tout à fait, parce que je pense qu'il y avait une incompréhension et peut-être une erreur dans l'effet d'annonce. Ce qu'il voulait dire, François Fillon, c'est que aujourd'hui, dans les maladies graves, dans les maladies chroniques, le diabète, l'hypertension, les cardiopathies, les cancers, on ne peut pas, et croyez-moi, je suis bien placé à la Commission des affaires sociales pour le dire, on n'arrive pas à payer les molécules innovantes. Donc la recherche est en panne aujourd'hui. Donc il va falloir mettre le paquet sur ces pathologies. Après le reste, il ne s'agit pas de dire on va dérembourser. Il s'agit juste de trouver des passerelles intelligentes avec les mutuelles pour tout ce qui est, je dirais, des choses bénignes. Vous vous rendez compte aujourd'hui, vous êtes patient. Vous souhaitez avoir un scanner. Vous allez voir votre médecin. Il va vous faire une ordonnance. Vous allez passer le scanner. Pour des raisons subjectives qui vous regardent, vous allez voir un autre médecin dans un autre département. Vous allez lui demander aussi l'ordonnance d'un scanner. Mais il va vous la faire parce qu'effectivement, vous avez des symptômes qui méritent effectivement d'aller plus loin. Mais vous allez le passer, le scanner. À un certain moment, il va falloir croiser tous ces fichiers et faire attention à nos dépenses médicales. On ne peut pas dépenser plus qu'on ne produit. C'est juste pas possible. C'est dire la vérité aux Français. Voilà. François Fillon veut réduire, j'allais dire, de 100 millions d'euros la dépense publique, 20 millions pour la santé. Mais si on réduit la dépense de santé, est-ce qu'on peut donner un meilleur service aux gens? Non, je pense qu'il faut aujourd'hui équilibrer le système de santé entre le public et le privé. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas d'un côté des vertueux, et puis je sors de la fonction publique, je suis à l'aise pour le dire, et de l'autre côté, des gens qui sont juste là pour gagner de l'argent. Je ne peux pas accepter ce discours. Donc il y a une convergence tarifaire qui doit se faire, qui devrait se faire entre le public et le privé, et croyez-moi, on fera beaucoup d'économies à ce niveau. Je vous propose de regarder un reportage qui parle du programme de François Fillon, puis on va parler d'économie et d'affaires étrangères. Reportage. François Fillon parmi les siens, ou presque. Car malgré les Fillon présidents, dans l'Assemblée, certains poids lourds ne sont pas encore prêts à lui laisser le champ libre. À l'image de Laurent Wauquiez, sarkozyste assumé, il prévient le rassemblement oui, l'uniformité non. L'unité, ce n'est pas l'uniformité. Tu n'as pas besoin de clones autour de toi. Tu n'as pas besoin de courtisans. Il faut des paroles fortes et des convictions claires. C'est cette diversité qui fera notre force. Loin d'être impressionné, dans son discours, François Fillon rappelle à l'ordre Laurent Wauquiez et tous ceux qui jugent son projet trop brutal, pas assez social. Je ne vais pas changer ce que je crois et ce que je veux en fonction des vapeurs des uns et des injonctions du microcosme. Ce n'est pas de l'obstination. C'est tout simplement que j'ai mes convictions et que j'ai la certitude que mon projet peut redresser notre pays. Il a mis les choses au clair. Maintenant, le chef, c'est lui. Avant la primaire, on choisit. Après la primaire, on s'unit. Et le patron aujourd'hui, c'est François Fillon. C'était son message. Je crois qu'il a été entendu. Mais certains sarkozystes ont encore du mal avec la méthode Fillon. Moi, personnellement, j'adhère pas à 100%. Quoi. Le programme de Nicolas Sarkozy a été fait par les militants, a été consulté par les militants. Là, ce programme-là a été fait par François Fillon. La différence, elle est là. Loin d'être inquiet des divisions au sein de sa famille politique, aujourd'hui, le candidat de la droite s'est montré ferme et serein. Eliabou, vous connaissez bien François Fillon. Est-ce qu'il est rigide? Pas du tout. Pas du tout. Il est droit. Il a une colonne vertébrale. Je voudrais juste faire une remarque, si vous le permettez. C'est la parole publique qui est en cause aujourd'hui. Prenez les 3 derniers présidents de la République, dont 2 issus de ma famille politique. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande. Jacques Chirac, la fracture sociale. 95. On a dit des choses, on fait des choses. Nicolas Sarkozy, pour qui j'ai beaucoup d'affection. Vous l'avez soutenu d'ailleurs aux primaires. J'ai été très neutre en tant que président. Non, j'ai été dans la neutralité la plus totale. C'est ce que Anne Levade m'a demandé et j'ai appliqué à la règle.
Nicolas Sarkozy qui disait « Peuple de droite, on va faire ». Il arrive 11 ministres à gauche. Je ne critique pas, mais c'est le contraire de ce qu'a dit François Hollande. La finance, c'est mon ennemi. Regardez ce qu'il a fait. Il met un Macron qui est plus libéral qu'Alain Madelin. La finance, c'est mon ennemi hier. Aujourd'hui, on est en train de draguer la plaque financière à Londres pour qu'elle soit à Paris. C'est la parole publique qui est en cause aujourd'hui. On n'a plus le droit. C'est fini ça, où on peut dire des choses aux Français et faire l'inverse par la suite. Je pense qu'il faut être vrai. Il faut dire les choses. Parfois, il y a des choses qui font mal, mais il faut savoir le dire. Est-ce qu'il faut rester sur ça? Je ne pense pas. Je suis convaincu, au fond de moi, qu'avec le temps, François Fillon va amender légèrement le programme. C'est tout à fait normal. J'ai entendu Valérie Pécresse, on choisit, on s'unit. Il y a aussi nos partenaires de l'UDI, du MoDem, je le souhaite, du centre. Il va falloir discuter avec eux. Il va falloir trouver un contrat de gouvernance avec eux. Moi, je prends les deux situations politiques. Prenez la cartographie politique à gauche et à droite. Il y a une différence énorme. À gauche, il y a deux programmes diamétralement opposés. D'un côté, la social-démocratie, le socialisme à l'européenne, un peu moderne, même moi je le dis. Il y aura beaucoup de candidats à gauche tout de même. Non mais je parle beaucoup pas des moins hommes. à droite et au centre. À gauche, je parle du fond. Du fond. Cette social-démocratie, ce socialisme à l'européenne, et de l'autre côté, cette gauche académique, fondamentaliste, pardonnez-moi sans être insultant pour moi qui est un peu poussiéreuse, mais c'est bon, qui existe, qui est là. Mais rien ne peut les unir. Prenez-la à droite. À droite, sur le fond, il n'y a pas trop de divergence. C'est une question de sensibilité des uns et des autres. Et quand il y a une convergence sur le fond, on peut à ce moment-là se mettre autour d'une table. Citation de François Fillon, il dit « Il n'y a pas de brutalité dans mon programme, mais vouloir revoir le temps de travail, s'interroger sur travailler plus pour gagner moins, c'est ce que disent certaines de votre famille. Est-ce que là, il n'y a pas un problème avec le pays réel, pour parler de manière un peu Troisième République? Est-ce que, moi, quand vous dites brutalité... François Fillon, il dit non, je dis les choses. Moi, lui, je pose un autre... Moi, j'ai envie de dire plutôt vérité. Ce n'est pas parce que ça rime bien, c'est la vérité. Et je reviens sur ce que j'ai dit. Il faut être vrai avec les Français. Vous savez, c'est notre dernière chance. Parce que si aujourd'hui on dit des choses aux Français qu'on n'appliquera pas, c'est fini. La voie est ouverte pour les autres. Et vous voyez de quoi je parle. Vous avez une mission auprès de François Fillon. Vous êtes dans sa commission des affaires étrangères avec de hautes personnalités, M. Raffarin, M. Le Maire, M. Guémard. Vous êtes chargé des chrétiens d'Orient. C'était vraiment une mission qui vous tenait à cœur. C'est une mission comme un marqueur pour le candidat Fillon. Je pense que c'est la première fois où un candidat à la présidence de la République, il faut dire aussi, vu la situation et la conjoncture internationale, qui flèche sur ce genre de mission. C'est vrai que me trouver, moi, nous sommes 4 dans ce pôle international, avec un ancien Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, puis Bruno Le Maire, candidat, et puis Hervé Guémard. Donc, vous connaissez le côté germanophile de Bruno Le Maire avec l'Europe. Jean-Pierre Raffarin, ses relations intimes et fortes avec la Chine, Hervé Guémard avec le continent américain. Je pense que le choix de François Fillon n'est pas un choix de clientélisme dans cette affaire-là. Vous me connaissez, vous connaissez mes origines, ma terre natale, ma sensibilité. Ça, c'est un sujet qui me touche au plus fond de moi-même. Et je pense qu'il le sait parce que j'ai fait 2 missions avec lui, 2 missions difficiles dans une région extrêmement délicate. Je pense qu'il a un tout petit peu vu de quoi il s'agit et puis moi je suis plus que fier, double fierté, d'abord de faire partie de cette commission nationale avec ses poids lourds, mais surtout, la fierté de défendre une cause qui me tient à cœur et une cause qui est très juste. 2 questions justement par rapport à ça. Est-ce que vous trouvez que François Fillon a bien fait de dire qu'il était catholique? Il a été critiqué par M. Bayrou, qui vient de la démocratie chrétienne, par Mme Pinel, qui a vu un reflet de communautarisme. Et deuxième question, est-ce que M. Fillon est suffisamment libre et fort pour taper du poing sur la table devant M. Poutine ou bien M. Al-Assad? 2 questions. 2 questions. La première. Pour moi, être laïque ne veut pas dire être intégriste laïque. On a toujours défendu une laïcité positive. On a un socle laïque dans notre pays avec les sphères privées, les croyances. Je veux dire par là, quand François Bayrou, franchement, quand il critique François Fillon... Il dit c'est la chose privée, ça n'a rien à faire dans le débat politique. Mais comment il s'appelle le parti de François Bayrou? Je vous pose une question, je fais le journaliste, monsieur. Comment il s'appelle? Le MoDem. Avant le MoDem. L'UDF. Pardonnez-moi, vous le savez, parti chrétien
démocrate. Arrêtons l'hypocrisie. Arrêtons l'hypocrisie. C'est insulter personne aujourd'hui de dire on est chrétien, ce sont des racines chrétiennes dans un pays laïque, sur un fond laïque, sur un socle laïque. Mais on ne va pas quand même s'excuser parce qu'on est né chrétien. Moi, je suis né chrétien. Voilà, où est le problème? Est-ce que j'ai fait du mal à quelqu'un? Monsieur Poutine. Mais Monsieur Poutine, vous savez, je reviens un peu à cette mission. Et je vais donner un exemple concret. Et après, on parle de Béziers. Oui, on parlera de Béziers. Je vais donner un exemple concret. La France n'a pas vocation à faire du suivisme. Quand je regarde le Proche-Orient que je connais bien, vous savez qu'il n'y a plus de voix. La voix est aphone aujourd'hui. Complètement. Pourquoi? Parce qu'on a pris parti avec un clan. Ce n'est pas la vocation de la France. Aujourd'hui, la France doit avoir une voix équilibrée. Elle doit discuter avec les Américains, elle doit discuter avec les Russes. Elle doit discuter avec l'axe sunnite, Émirats arabes, Arabie saoudite, Égypte. Elle doit discuter avec l'axe chiite, Iran, Alaouite, Assad. Ça ne veut pas dire prendre parti, mais elle doit discuter. Parce que quand la France ne discute pas, tout est bloqué. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Donc, je pense qu'il y a une relation, je pense que François Fillon connaît bien Poutine, parce que je réponds à votre question, je ne tape pas en touche, il connaît Poutine, mais il sera capable au moins de lui dire la vérité en face. Parce que quand vous insultez un chef, un président comme Poutine, comme l'a fait notre président de la République, mais ça y est, tout est bloqué. Quand vous insultez quelqu'un, vous ne pourrez plus discuter avec lui. Par contre, se mettre en face autour d'une table et lui dire « Monsieur Poutine, là je ne suis pas d'accord. La France n'est pas d'accord. On ne peut pas faire ça. » Mais on appelle ça de la diplomatie, tout simplement. Une série de photos, comme on a l'habitude dans l'émission, 3 photos qui appellent un commentaire bref. Tout d'abord, une personnalité, monsieur Anwar el-Sadat, président égyptien assassiné. C'est un modèle pour vous? Paix à son âme. Ce sont un modèle, je ne peux pas dire un modèle, parce que d'abord un modèle, il faut connaître les gens pour parler de modèle. Mais par contre, des gens comme Sadat, comme Rabin, ce sont des gens qui méritent notre respect parce que c'était contre la volonté populaire, contre le verdict populaire, contre même les médias à l'époque. Ils croyaient à la paix et puis regardez ce qui se passe, malheureusement. Le général de Gaulle, ça vous inspire, vous qui étiez membre du RPR? J'étais pas au RPR. Non, mais c'est pas. Moi, je suis issu de ce qu'on appelle l'UDF, donc le parti républicain. Le général de Gaulle est un très grand président de la République, même si je sais qu'il y a aujourd'hui un fossé avec mes compatriotes, mes amis pieds noirs, sur un sujet qui était douloureux, mais j'espère que la cicatrice va se fermer très vite. Et pour terminer, François Hollande, je respecte la fonction présidentielle. Moi, je suis un homme respectueux. Je ne suis pas à dire des choses. Ce que je reproche donc je laisse le côté président de la République. Ce que je reproche à l'homme, c'est qu'il n'a pas su d'emblée porter le costume présidentiel. Vous n'êtes plus à la tête d'un parti socialiste. La synthèse, c'est bien. Le côté équilibré, le côté modéré, c'est bien. Mais gouverner, c'est agir, c'est décider. Et quand un président de la République qui parle au nom de la France, une grande puissance mondiale, qui presque s'excuse devant tous les plateaux télé, devant une fille qui était en situation irrégulière, je dis c'est dommage. Et je voudrais donner un autre exemple sur l'homme. Pardonnez-moi, rapidement. Parce que vous êtes journalistes tous ici, devant 150 journalistes du monde entier, quand il y avait le conflit Ukraine-Russie, quand un journaliste lui pose la question, « Monsieur le Président de la République de la France, est-ce que vous avez des contacts avec M. Poutine, avec la Russie, qui se permet de répondre « Oui, nous avons des contacts indirects. » La France, Monsieur le Président, avec tout mon respect, n'a pas le droit d'avoir des contacts indirects. La France est une grande puissance politique et elle a son mot à dire. Voilà ce que je reproche. C'est ce côté-là, et malheureusement pour lui, parce que j'ai rien contre l'homme, je suis sûr que... Moi, je l'ai connu en tant que député, il est très sympathique, mais malheureusement, il n'était pas à sa place à ce niveau. Allez, direction Béziers, parce que le temps passe vite. Les Galeries Lafayette ont été rachetées par la municipalité. Le reportage, j'en parle avec vous, de Robert Ménard, et le sociologue Jean-Pierre Foubert nous rejoint. Le reportage. À Béziers, l'annonce du maintien de l'enseigne Galeries Lafayette sonne comme une bonne nouvelle pour beaucoup. Regardez quand même le monument, il est agréable, quoi. Faut pas l'enlever. On a déjà perdu assez de choses. En tout cas, si ça peut avoir la moindre chance d'équilibrer les commerces centre-ville, alors il faut le faire. Pour redevenir une locomotive du commerce de centre-ville, le magasin va subir un vrai lifting, extérieur et intérieur.
Objectif, attirer 10 à 20% de clientèle en plus, et vite. Les galeries perdent 1 million d'euros par an. Alors, le grand patron Hérolté, qui reprend l'exploitation sous licence, exhorte à l'unité. C'est un magasin, je te répète, il fait quand même plus de 5000 m² dans une ville qui est moyenne. Et il va falloir un travail de tous les jours, une constance journalière, avec de l'animation, une équipe, des gens motivés. Avec l'autre partie prenante au projet, la Socri, qui détient déjà le polygone et qui loue les murs via sa filiale Riquet Invest, il se donne 5 ans pour voir venir. C'est à la fois long, disons en matière d'urbanisme et d'immobilier, c'est court. En matière de commerce, c'est long. On peut difficilement imaginer passer 5 ans à perdre de l'argent et continuer d'exploiter. Alors, ils se sont réservé une porte de sortie. La mairie, qui a racheté le bâtiment, le leur loue à un tarif préférentiel de 40 000 euros par an, qui couvre à peine les intérêts du prêt qu'elle a contracté. Dans 5 ans, les locataires pourront le racheter ou contracter un nouveau bail. L'opposition a fait les comptes. Pour elle, le risque est trop élevé. Le risque, c'est simple. Si dans 5 ans, la SARL Riquet Invest ne rachète pas les murs, on a une dette pleine et entière de 2 450 000 à payer. Et il faudra la payer. La mairie assume. L'opération a permis de conserver une quarantaine d'emplois en centre-ville, pour l'instant. Car la CGT Commerce, qui suit elle aussi le dossier de prêt, émet des doutes sur le potentiel de clientèle pour une telle enseigne à Béziers. Le temps file, il passe vite, il reste 6 minutes d'émission. Jean-Pierre Foubert, en tant que sociologue, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une méthode Ménard à Béziers? Mais si j'en juge par les résultats... les résultats électoraux, vous voulez dire? Les résultats électoraux, effectivement, il y a une méthode Ménard et qui fonctionne. Le problème, c'est qu'il a joué sur le côté médiatique, sur le côté... populiste, comme on dit, et que ça a marché. Je pense que la situation locale où il y avait une attente des Biterrois en termes de sécurité, tous les arguments utilisés par le Front National et par Ménard, qui n'est pas au Front National, mais qui en est en tout cas très proche, qui a l'appui du Front National, je pense que c'est une méthode qui effectivement porte ses fruits. Il y a des projets tout de même à Béziers. Les Galeries Lafayette, il a bien fait, M. Ménard, de racheter, de donner un bail à un entrepreneur privé. Le projet de l'Acropole sur l'ancien palais des évêques, la prison. Mais heureusement qu'il peut y avoir des projets sur Béziers quand même, sur un mandat municipal sur 6 ans, qui est de projet. Moi, vous savez, je respecte la démocratie. Il y a eu des triangulaires, je l'ai toujours dit. Maintenant, ce que j'attends du maire de Béziers, c'est qu'il s'occupe des dossiers de Béziers. Sauf que Robert Ménard, vous le savez, il est dans une vocation idéologique, politique, nationale, et il dépasse sur les questions pratiques. Mettre tous les moyens pour sauver le centre-ville, je ne suis pas contre. Il faut voir quand même qu'est-ce qu'on met comme moyens et comment. Sur l'Acropole, je suis désolé, on ne peut pas... Moi, j'avais un projet qui était beaucoup plus structuré. Quelle était la différence? Parce que vous voulez mettre un hôtel de luxe comme lui, là, il y aura un musée. Mais non, mais aujourd'hui, le projet, c'est quoi? C'est de vendre ce patrimoine exceptionnel à un promoteur privé pour faire des appartements soi-disant de luxe. Appartement de luxe, quelqu'un qui veut acheter un appartement de luxe en plein cœur de ville et qui doit marcher pendant un quart d'heure pour garer sa voiture, il y a juste un petit problème. Le projet de restauration avec un grand chef, sans faire la publicité, ne tient plus la route. On n'a rien sur les musées. Donc moi, vous savez, moi j'aime ma ville. Pour vous, ce sont des effets d'annonce du maire. Moi j'aime ma ville. Chaque fois qu'il y a un dossier concret qui va dans la bonne direction, je le vote. Et quand il s'agit de voir qu'on mélange parfois intérêt public, intérêt privé, qu'on mélange parfois politique municipale et politique nationale, là je donne de la voix, c'est tout. Tout de même, beaucoup de gens disent de votre famille politique que le centre a un peu changé, c'est plus animé, les façades ont été refaites, attendez, etc. Les façades ont été refaites, c'est la signature que j'avais faite moi-même avec Raymond Couder, avec Benoît Apparu, avec ce qu'on appelle le PNQRAD, aménagement des quartiers anciens et dégradés. Il faut dire la vérité à ce niveau, mais vous connaissez l'administration, vous signez un contrat, vous avez l'argent de l'État en 2011 ou en 2012 c'était, et vous mettez 2 ans, 3 ans pour la phase opérationnelle. Arrêtons de dire que ce sont des projets structurants. Qu'est-ce qu'il y a eu comme projet structurant aujourd'hui à Béziers? Qu'est-ce qu'il y a eu comme projet structurant à Béziers? Refaire les façades, ça a été signé en 2011. Qu'est-ce qu'il y a eu? Galeries Lafayette qui sont... Mais ils étaient là. Et après? Elle est connectée avec qui? Vous savez, je vais vous dire une chose. Et je le dis, pardonnez-moi, j'ai mis un peu d'adrénaline dans ma réponse. Je suis désolé. Mais
quand une ville est déconnectée du département, très bien, de la région, très bien, de l'agglo, c'est plus délicat, de l'État, c'est encore plus grave. Quand elle est en guerre avec l'appareil judiciaire d'un côté, l'appareil médiatique de l'autre, moi, je n'ai pas envie que ma ville soit congelée. C'est tout. Après, je respecte la démocratie. Il y a un maire, je respecte sa fonction. On n'est pas dans une élection municipale. On n'est pas là pour juger le maire. Il y a des élections en 2020. Nous verrons par la suite. Sociologiquement, pourquoi, Jean-Pierre Foubert, vous connaissez bien ça, vous avez longtemps travaillé avec Georges Frêche, pourquoi la gauche a du mal à exister à Béziers? Je ne veux pas dire qu'elle n'existe pas, mais elle est quand même sur un rôle de figurant désormais. Je pense que la gauche, disons, qui a été unie à certaines périodes. D'abord, une petite remarque, pendant à peu près 30 ans, chaque maire n'a fait qu'un seul mandat. Sauf Raymond Couder qui est resté 20 ans à la mairie. Qui est le seul, d'ailleurs, je crois, depuis la Libération, exact, oui, à avoir fait plus d'un mandat. Il en a fait 3. Bien, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que je pense que la gauche, disons, était essentiellement constituée d'un pôle socialiste et d'un pôle communiste. Il faut rappeler que Balmigère a été maire et député, etc. Et donc je pense que cette gauche, elle s'est dissociée, elle s'est séparée, elle a éclaté, soit avec les problèmes de courant à l'intérieur du PS, soit avec le Parti communiste. Et donc le vrai problème, c'est de savoir s'il aurait fallu faire une alliance entre Jean-Michel Duplat et Elie Abou aux dernières municipales, et savoir si la voix de la gauche aurait été dissoute dans cette alliance ou pas. C'est la vraie question. Très rapidement, Elie Abou, en 20 secondes, la question était, est-ce que l'Hérault est une terre de conquête pour les Républicains? Est-ce qu'inexorablement, le Front National est installé à Béziers ou est-ce que ça peut changer? Non, mais le Front National est installé à Béziers. C'est être hypocrite. On était dans un langage de vérité pendant 30 minutes. Oui, le Front National est installé. D'ailleurs, il est installé physiquement avec une permanence électorale. Il y aura un candidat Front National, je ne sais pas qui, mais aujourd'hui, c'est un combat qui est rude, que je souhaite assumer, que je souhaite porter dans la vérité et dans la transparence. Voilà. Un combat pour la République, pour parler comme les gens de gauche, ou pas? Est-ce que vous prenez ce terme-là à votre compte? Moi, j'insulte personne. J'ai toujours dit dans la vie, vous savez, parlant du Front National, qui nous amène certainement dans une impasse en béton, mais par contre, les gens qui votent Front National, attention. D'ailleurs, André Vézinet l'avait dit à l'époque, il n'y a pas que des fachos, ils sont peut-être un peu fâchés. À nous d'être vrais. Merci d'être venu, Elie Abou. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même lieu, pour l'émission politique. Bonne journée sur la 3. Merci. Cette semaine, à 9h50 le matin, nous sortons hors des murs de la prison avec